Prenons de la hauteur en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, pour découvrir le 10e monument de notre classement, l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Campé sur les contreforts du massif du Canigou, l'édifice est un bijou d'architecture romane dans lequel vit toujours une communauté religieuse qui le fait vivre, l'entretient et l'ouvre aux visiteurs. Pascale est la directrice de l'activité touristique du monument. Elle en est amoureuse depuis 25 ans. Tout de suite, ce qui m'a frappée, c'est la beauté extraordinaire du lieu, la beauté de la montagne, de la forêt. Et ce qui frappe aussi, c'est la paix qui émane de ces murs. Contempler l'abbaye, cela se mérite. Pour y accéder, comptez 40 minutes de randonnée. Érigé en 1009, l'édifice doit sa construction au comte de Cerdagne, Guifred II. Joyau du premier art roman méridional, l'édifice est à l'origine un lieu de prière. Alors, ce sont des moines bénédictins qui ont vécu ici pendant presque 8 siècles. Le fondateur a voulu construire ici une abbaye ermitage. Elle est isolée, elle est à 1050 mètres d'altitude, sans doute pour se sentir plus près de Dieu. Suivons Pascal au cœur de l'édifice, dans l'église abbatiale. Voici Saint Godéric, le saint patron des paysans catalans. Les agriculteurs venaient le prier parce que c'était le saint qui faisait un peu la pluie et le beau temps. Pour attirer plus de fidèles, l'abbaye fit l'acquisition de reliques lui appartenant autrefois. Ces reliques ont apporté un grand prestige à l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Elles ont attiré de nombreux pèlerins, en particulier les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Mais l'âge d'or du monument ne va pas durer. Épidémie de peste, attaque de brigands, tremblements de terre. À la fin du Moyen-Âge, le monastère est mis à mal. Pis, au XVIIIe siècle, une crise de vocation frappe la communauté. Les moines quittent l'abbaye. Dès lors, n'était le clocher, tout le monument est en ruine. Il est même utilisé comme carrière de pierre. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que débute sa reconstruction. Sous l'église abbatiale, la crypte, elle, n'a pas subi les affres de l'histoire. En 1783, quand les moines ont quitté l'abbaye, eh bien, ils ont eu la bonne idée de murer cette crypte. Ce qui fait que, quand on l'a redécouverte, un peu avant la restauration, eh bien, elle était quasiment intacte. Un millénaire après sa construction, l'abbaye vit toujours au rythme des prières, car le monument abrite les béatitudes, une communauté religieuse composée de 15 fidèles. Leur mission, se recueillir, accueillir les visiteurs et préserver ce trésor patrimonial. Père Paul habite l'abbaye depuis 30 ans. 2 fois par an, il vient choyer les cloches du beffroi. Ce sont des cloches qui font plus d'1 tonne. La maxime de cette abbaye, c'est toujours debout au cœur du Canigou. Et là, donc, pour qu'elle soit toujours debout, eh bien, il faut l'entretenir et il faut en prendre soin. Au centre du beffroi, trône une magnifique cloche du XVe siècle. Cette cloche s'appelle la Martine, mais on ne la fait pas sonner pour la préserver. Mais je vais quand même vous faire écouter le son. Vivre à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est une logistique pas toujours simple à mettre en œuvre. En contrebas de la vallée, Jean Bertrand, membre de la communauté, se charge de ravitailler l'abbaye. La récolte a été bonne. Grâce à un procédé astucieux qui date des années 50. Cet engin a été installé ici par un moine, dont Bernard de Chavannes. Il avait trouvé un câble comme ça dans une station de ski. Il a pu faire installer le treuil qui permet donc de monter 300 kg. Maintenant, on va pouvoir le lancer, mais d'abord, je vais vous montrer comment on faisait avant. Vous voyez, comme on n'avait pas de portable, eh bien, on prenait une pierre comme ça, on frappait 3 fois, et comme ça, ils entendaient là-haut. J'avais le temps de me retirer pour que le treuil s'en aille. L'heure du déjeuner approche. Alors, on s'active en cuisine. Au fourneau, sœur Claire, la chef de l'abbaye, soucieuse de réaliser chaque jour des repas bien équilibrés.
Une sœur ou un frère qui ont mal mangé vont être de mauvaise humeur toute la journée. Donc mon intérêt, c'est qu'ils mangent bien. Non, je blague, j'essaye que ce soit bon. Au menu aujourd'hui, rôti et compote de fruits. Lola, 21 ans, est chargée du dessert. Depuis 3 semaines, la jeune fille vit en immersion dans la communauté. Alors forcément, elle met la main à la pâte. C'est plus qu'une vie juste en communauté. Il y a du partage qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il y a une entraide qui est extrêmement forte. Et on ne s'en sortirait pas sans elle, ça c'est certain. Non, on ne s'en sortirait pas. Si Lola partage le quotidien de l'abbaye Saint-Martin du Canigou, c'est parce qu'elle effectue un stage de fin d'année. Étudiante en histoire de l'art, elle profite d'un programme développé par le monument qui forme des guides bénévoles. Si tout le monde est prêt, on va débuter la visite de midi. Il y a du pain sur la planche. Chaque année, le monument accueille plus de 25 000 touristes. Désormais rodée aux visites, Lola connaît par cœur l'histoire de l'abbaye et des chapiteaux de marbre qui ornent son cloître inférieur. Est-ce que vous arrivez à distinguer qui sont les personnages? Ce sont bien des moines. Et surtout, ces moines, ils ont un détail exagéré. On voit qu'ils ont de grandes oreilles. Et qu'est-ce que symbolisent ces grandes oreilles? L'écoute. Écouter Dieu, écouter son prochain. Exactement ça. Souvent, on se dit que la pierre, c'est un matériau mort. Et finalement, c'est extrêmement vivant. Déjà parce qu'on a beaucoup de gens qui vivent ici. Et puis en même temps, on est encerclé par la nature, par les animaux, que ce soit le cri des loups qu'on entend la nuit, les chouettes. À l'instar de Lola, n'hésitez pas à l'occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine à venir vous imprégner du cadre exceptionnel de l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Un bijou millénaire hors du temps dont les résidents vous accueilleront à bras ouverts. Partons en région Bourgogne-Franche-Comté à la découverte d'un joyau niché dans son écrin de verdure, l'abbaye de Fontenay, que vous avez classée en 6e position. Avec ses 900 ans d'histoire, c'est la plus ancienne abbaye cistercienne encore conservée dans le monde. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce monastère fondé par saint Bernard de Clairvaux en 1118 répond à l'époque à un profond désir d'ascèse et de prière. À Fontenay, rien ne devait distraire le moine dans sa quête spirituelle. Sylvie Perrette est guide conférencière. Nous la rencontrons sur le parvis de l'abbatiale, un lieu dont l'architecture illustre parfaitement la règle de vie des cisterciens. Cette abbaye cistercienne, eh bien, elle a toutes les caractéristiques de l'architecture voulue par Bernard de Clairvaux. Ce qui frappe vraiment, c'est la rigueur, la sobriété de cette façade. Donc pas de tympan sculpté, pas de scène de la Bible. On va célébrer Dieu dans la simplicité, dans la sobriété. La sobriété, on la retrouve à l'intérieur de l'église. Très peu de mobilier ou de décors sculptés. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout la lumière, presque irréelle, et la pureté de son architecture. Alors ce que je ressens quand j'entre dans cette église abbatiale, c'est vraiment la sérénité, un grand sentiment d'harmonie. Elle est dans son état primitif. Ce qui provoque cette impression d'espace, c'est une innovation architecturale qui révèle le génie des bâtisseurs cisterciens, la voûte en berceau brisé. On a ici ce berceau brisé qui nous vient d'Orient. Et c'est ce berceau brisé qui a permis une telle élévation. On est quasiment à 17 mètres de haut, ce qui est beaucoup. Dans le cœur de l'abbatiale, on découvre quelques exceptions au dépouillement architectural des cisterciens, comme cette magnifique Vierge à l'Enfant. Ou encore cet ensemble exceptionnel d'anciens carreaux émaillés des XIIe et XIIIe siècles. La visite se poursuit par le cloître de Fontenay, une merveille de l'art roman restée intacte depuis la construction de l'abbaye. Alors nous voici dans ce cloître, autour duquel vont s'organiser les bâtiments de vie des moines. Et puis la magie de cet espace, ce sont ces jeux d'ombre et de lumière, cette architecture qui s'anime et qui vit au rythme de la course du soleil. Cet espace de méditation offre une grande variété de décors sculptés qui ornent les chapiteaux des colonnes. Là encore, finesse et sobriété sont les maîtres mots conformément à la règle cistercienne. Une règle qui peut être résumée par la formule latine « ora et labora », prix et travail.
La vie de prière des moines était complétée par une intense activité manuelle qui pouvait durer 7 heures par jour. Les cisterciens cultivaient les plantes, fabriquaient du fromage, du vin, de la bière ou encore de l'eau de vie. Ils élevaient aussi des animaux dans le but de pouvoir vivre en totale autarcie. Les moines de l'abbaye de Fontenay, eux, étaient des forgerons hors pair. Pour nous raconter l'épopée de ces moines forgerons, nous avons rendez-vous avec Évrard de Montgolfier, le copropriétaire de Fontenay. Car l'abbaye est aujourd'hui un lieu privé qui appartient à la même famille depuis 200 ans. Et c'est dans la forge, ce bâtiment de 60 mètres de long, que s'est écrit une grande partie de l'histoire de l'abbaye. Les moines ici à Fontenay ont utilisé en fait ce qu'ils avaient comme ressource locale. Et la ressource locale d'ici, c'était du bois, du minerai de fer et la force hydraulique. Et les historiens considèrent que c'est sans doute l'une des premières usines métallurgiques d'Europe. Les moines extrayaient du minerai de fer sous forme d'oxyde de fer dans la forêt, faisaient chauffer ça à haute température et après on devait le frapper pendant de longues heures pour affiner le métal avec l'utilisation d'un marteau hydraulique donc animé par une roue à eau. Après la Révolution de 1789, cette forge a été transformée en papeterie et a été rachetée quelques années plus tard par les ancêtres d'Évrard. En conservant sa fonction industrielle, ils ont aussi évité que l'abbaye ne tombe en ruine. Pour continuer aujourd'hui encore à prendre soin de cet ensemble architectural extraordinaire, Évrard retrouve Isabelle Blondin, architecte du patrimoine, et Anthony Bougenot, couvreur. Ensemble, ils veulent inspecter la charpente du colombier de Fontenay. Le colombier, à l'heure actuelle, est en très mauvais état. Il faut qu'on vérifie où est-ce qu'on en est dans la dégradation des bois de charpente. On va aller regarder s'il faut qu'on remplace un peu plus de bois que prévu. Je vous accompagne parce que j'y vais pas très souvent. Avec grand C'est pas plaisir. l'endroit où on va le plus souvent. L'abbaye de Fontenay ne compte pas moins de 2 hectares de toiture. Certaines charpentes datent du XVe siècle. Elles demandent un entretien régulier et une attention toute particulière. Vous voyez ça? Je ne devrais pas pouvoir le faire. Parce qu'en fait, ça veut dire que là la jambe, elle fait plus son effet. Elle n'est pas en force, là. Ce colombier du XIIIe siècle a subi les affres du temps. Sa restauration est prévue pour l'année prochaine. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des lithos, donc les petites pièces de bois qui tiennent les tuiles, sont cassées. Et donc, les tuiles glissent les unes après les autres. Et plus on a de poids et plus ça glisse encore un peu plus. Maintenant, ça devient plus qu'urgent. Exactement. Voilà. On ne va pas justement refaire ce qui a été fait, que ça a été repiqué avec déjà de la vieille tuile, ainsi de suite, de nombreuses fois. On repasse tout avec de la tuile neuve et comme ça on est tranquille. En fait, c'est un peu l'histoire des toits de l'abbaye. Hein. C'est que quand on a fini à un bout, eh ben, il faut recommencer à l'autre bout. Ce patrimoine en perpétuelle restauration, Évrard de Montgolfier l'a reçu en héritage. Une responsabilité que lui a transmis son oncle, Hubert Hénard, qui lui aussi a œuvré pour rénover l'abbaye dans les années 50. On peut dire qu'on a toujours cette devise familiale. Nous ne nous sommes jamais crus de l'abbaye de Fontenay que les dépositaires respectueux et passagers. Chaque année, ce sont 100 000 visiteurs qui viennent découvrir les merveilles de l'abbaye de Fontenay, son architecture médiévale préservée, mais aussi ses magnifiques jardins parfaitement entretenus. N'hésitez pas, vous aussi, à venir en Bourgogne-Franche-Comté vous imprégner de l'atmosphère si particulière de ce lieu magique. Découvrons à présent l'abbaye de Cluny. Ce vaste domaine est l'un des monuments les plus visités de la région Bourgogne-Franche-Comté. À son apogée au Moyen-Âge, ce lieu de culte hors norme était un véritable empire monastique. Même si au cours de son histoire, une partie de ses bâtiments a été détruite, l'abbaye de Cluny constitue un site majeur qui mérite que vous vous y arrêtiez pour découvrir ses vestiges extraordinaires et son histoire fascinante. Un passé que Benoît-Henri, administrateur des lieux, aime à raconter. Ce qui me plaît moi particulièrement dans l'abbaye de Cluny, c'est que c'est une sorte de grand livre en fait ouvert sur 10 siècles d'histoire, 10 siècles de patrimoine. Mais ce grand livre, eh bien, certaines pages ont été arrachées et donc il faut faire appel à son imaginaire pour bien recomposer l'intégralité de cette histoire. Cette histoire commence ici, aux portes d'honneur, à l'entrée de l'abbaye.
L'abbaye en fait va naître en 910 avec Guillaume le Pieux, qui était le duc d'Aquitaine, sur un petit domaine agricole. Il va installer une vingtaine de moines qui vont rapidement édifier une abbaye. Sur ce domaine, ces moines construisent une véritable ville composée d'un palais abbatial, d'un cloître, d'un hôtel pour les pèlerins, d'un farinier, mais surtout d'une église grandiose. Depuis ces portes d'honneur, se déployait jusqu'au petit bâtiment que l'on voit avec une fenêtre cintrée au fond, la grande église abbatiale, qu'on appelle la Maior Ecclesia. Et donc cette église faisait plus de 187 mètres de long. Aujourd'hui, seul un clocher secondaire de la Maior Ecclesia est toujours debout. Alors, pour nous permettre de prendre toute la mesure du bâtiment originel, des chercheurs l'ont reconstitué. 2 nefs, 7 clochers, 300 chapiteaux et une forêt de piliers et de voûtes culminant à plus de 30 mètres de hauteur. Un monument à l'architecture visionnaire, grandiose et baignée de lumière. Pendant près de 4 siècles, Cluny sera la plus haute abbatiale du monde chrétien. Le visiteur qui rentrait était absolument ébloui. C'était un univers du divin, du sacré qui le dépassait complètement, une sorte de Jérusalem céleste dont parle la Bible. Et donc forcément, le fidèle ne ressortait pas de cette église comme il y était entré. Il avait vécu une expérience physique sans commune mesure. Près de 10 siècles plus tard, grâce à une salle de cinéma en 3 dimensions ainsi qu'à des bornes interactives de réalité augmentée, c'est une expérience immersive unique au cœur de l'édifice de l'époque qui est proposée aux visiteurs de Cluny. Mais au-delà de la prouesse architecturale, ce qui va faire de Cluny la plus importante abbaye de toute la chrétienté, c'est son incroyable rayonnement. Les premiers abbés de Cluny vont être de très fins stratèges politiques, ce qui va permettre un développement exceptionnel de cette abbaye, non seulement à Cluny, mais également dans l'Europe entière, puisque Cluny va posséder environ 1400 prieurés, abbayes, monastères, donc répartis dans toute l'Europe. Donc ça en fait une institution sans aucun équivalent à l'époque médiévale. Une institution unique qui va s'avérer également très rentable, puisque l'ensemble des sites clunisiens reversent à l'abbaye mère une partie de leurs recettes. Évidemment, il y a la dimension liturgique et la spiritualité qui fondent quand même l'existence de cette abbaye, mais c'est également une sorte de machine économique tout à fait exceptionnelle. Plus grand ordre monastique médiéval d'Occident, l'essor du système clunisien perdure plusieurs siècles. Mais à la Révolution, l'abbaye est saisie comme bien national. Vendu à des marchands de matériaux de construction, ce chef-d'œuvre de l'art roman disparaît pierre par pierre. En 1824, alors qu'il ne reste plus qu'un dixième de l'église abbatiale, l'État finit par réagir et aide la municipalité à racheter les vestiges de l'abbaye. Ce paradis perdu participera à prendre conscience de la nécessité de protéger le patrimoine français. L'abbaye de Cluny est classée au titre des monuments historiques en 1862. Depuis, pour tenter de restaurer la splendeur de ce joyau de l'architecture médiévale, de titanesques travaux sont menés par des historiens, des archéologues et des architectes comme Laure, en charge d'un chantier de restauration. Donc là, vous trichez sur les joints aussi pour récupérer la différence entre les joints de gauche et les joints de droite. Ouais. Toiture, façades extérieures, sculptures et sacristie, après un an de restauration, la chapelle Jean de Bourbon retrouve enfin toute sa splendeur. La difficulté sur un tel chantier, c'est qu'on était donc sur un édifice qui n'avait pas été restauré depuis un siècle, avec des parements en mauvais état, des enduits en mauvais état, et puis surtout de la sculpture très très altérée, avec beaucoup de lacunes qu'il a fallu greffer, c'est-à-dire qu'on rétablit tous les petits morceaux manquants, qu'on appelle donc des greffes. Ici, sur les petites greffes, on en a fait plus de 80, ce qui est quand même assez important. Un travail minutieux qui commence par l'étude des archives de l'abbaye. On avait retrouvé dans les textes qu'on devait avoir un ciel étoilé, mais malheureusement, on n'a pas retrouvé, donc on n'a pas restitué, puisqu'on n'allait pas faire un pastiche de quelque chose dont on n'avait pas la connaissance précise dans sa forme. Par contre, les armoiries, avec leurs teintes assez vives, là, elles étaient encore toutes en place, très atténuées, mais encore toutes en place. Donc là, on a décidé de les restituer pour pouvoir les redonner à lire au public depuis en bas.
C'est d'en bas que l'on peut également admirer les vitraux contemporains tachetés de couleurs vives de l'époque médiévale de l'artiste Sarkis. Et à quelques mètres de là, dans le cellier de l'abbaye, c'est un tout autre chantier qui est en cours. Le collectif Sacre répète son spectacle Spéos, dans lequel il questionne la relation qu'entretient l'homme avec l'architecture. C'est Virginie, en charge de la programmation culturelle, qui les a invités en résidence. Je trouve que ce dialogue entre l'histoire, l'architecture et la création contemporaine permet de donner un nouveau regard aux personnes qui viennent visiter le site et ça les invite à regarder les lieux différemment. Si vous aussi, vous voulez découvrir ou redécouvrir ce lieu, vivre une expérience immersive fascinante et replonger dans la vie d'un patrimoine qui a marqué l'histoire, n'hésitez pas à vous arrêter à l'abbaye de Cluny. Véritable emblème de la ville de Lyon, découvrons à présent, perchée sur sa colline, celle que vous avez classée à la 6e position, la basilique Notre-Dame de Fourvière. Ce joyau de l'architecture religieuse du 19e siècle, premier site touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accueille chaque année 2,5 millions de visiteurs. Qu'on vienne s'y recueillir, prier ou simplement l'admirer, Notre-Dame de Fourvière ne laisse pas indifférent. Et ce n'est pas Muriel, guide bénévole à Fourvière et lyonnaise de naissance, qui vous dira le contraire. Quand j'étais petite fille et que ma grand-mère avait un souci important, elle venait le confier ici à Fourvière. Je me souviens qu'elle allumait une petite bougie et elle m'emmenait avec elle. Et ça, c'est un souvenir qui est merveilleux. Si les Lyonnais sont si attachés à cette église, c'est tout simplement parce qu'elle leur appartient. C'est eux, en effet, qui en 1871, à la fin de la guerre franco-prussienne, financent sa construction à côté d'une chapelle déjà existante. Cette basilique, elle a été construite après un vœu fait par des femmes lyonnaises qui sont montées prier dans la petite chapelle de la Vierge, implorer Marie pour lui demander sa protection pour que les Prussiens n'arrivent pas à Lyon. Prussiens qui avaient déjà envahi le nord de Paris. Elles lui ont promis, Marie, on te construira une grande église, une magnifique église, si tu nous protèges de cette invasion. Et leur vœu sera exaucé, puisque l'armée ennemie s'arrête aux portes de Lyon. Alors, comme elle s'y était engagée, des familles lyonnaises vont faire des dons afin de financer le chantier. Et en toute logique, c'est un architecte lyonnais, Pierre Bossan, qui est choisi pour ériger cette basilique grandiose de 48 mètres de haut, 86 mètres de long et 35 mètres de large. Cette église est construite comme un château fort, avec 4 tours, des créneaux, des mâchicoulis, dans un style byzantin, roman, gréco-romain, avec des grandes colonnes qui appellent le regard vers le haut, et puis des lignes horizontales qui vont nous parler de la force de cette protection de Marie. Pierre Bossan a vu les choses en grand. À l'intérieur de ce palais, il fait ériger 2 églises superposées, une haute et une basse en sous-sol. Une construction pleine de sens. Cette église basse symbolise l'Ancien Testament. Cette crypte est volontairement construite dans une pénombre très calme, avec des teintes très sombres, de façon à nous dire que, avant la naissance de Jésus, avec Marie et la lumière, nous étions un peu dans les ténèbres. C'est en empruntant l'escalier de la sagesse que les visiteurs accèdent à l'église supérieure. S'offre alors à eux un décor somptueux composé d'une multitude de détails, de couleurs, de dorures et d'ornements. Pour avoir une vue sur la nef et le chœur de l'église, il faut prendre un peu de hauteur et suivre Muriel 27 mètres au-dessus du sol. Cette grande tribune nous permet d'admirer les mosaïques et tous les détails pour réaliser le poème à Marie qu'a voulu écrire Pierre Bossan. Si vous regardez bien, chaque voûte, chaque colonne porte des fleurs, des feuillages. On est vraiment dans le palais doré de Marie. Rien n'était trop beau pour Marie. Rien, pas même les 15 millions de tesselles faites de verre et d'or qui recouvrent les murs, les arcs et les coupoles de l'église. 1500 mètres carrés de mosaïque vénitienne posées à la main. Un travail titanesque rendu possible grâce à la technique novatrice d'artisans venus d'Italie.
Il dessinait les motifs de décor à l'envers. Il posait cette aisselle de verre qu'il pré-encollait et il posait les mosaïques par plaque entière. Donc c'était beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher et le résultat est juste époustouflant. Dans ce décor d'une grande finesse, Marie est partout et sous toutes ses formes. Mais celle que tout le monde vient voir, c'est la Vierge à l'Enfant qui trône telle une reine au centre de la basilique. Une Vierge rayonnante grâce à sa couronne dorée que Bernard, conservateur du musée de Fourvière, connaît bien. C'est une couronne royale, voire impériale, constellée de diamants et de pierres précieuses offerts par les Lyonnais et les Lyonnaises. Un joyau confectionné en 1899 et que les Lyonnais se pressent de venir admirer. En 2017, la couronne est présentée au public dans une vitrine blindée au sein du musée pour que les Lyonnais et les Lyonnaises la voient de près, car elle est à eux. Malheureusement, cette couronne en or, des voleurs s'en emparent. Particulièrement attristés par la perte de ce trésor inestimable, les habitants de la ville vont une fois de plus se mobiliser pour offrir une nouvelle couronne à leur reine. Mais cette fois-ci, rassurez-vous, pour plus de sécurité, on la conserve à 8 mètres de hauteur sur la tête de Marie. Mais celle qui attire également tous les regards, sans pour autant risquer de disparaître, c'est l'emblématique Vierge dorée perchée à 342 mètres de haut. Une Vierge protectrice semblant tendre la main à tous les Lyonnais depuis son inauguration le 8 décembre 1852. Ce soir-là, un feu d'artifice est prévu. Malheureusement, en raison du mauvais temps, les festivités doivent être annulées. Alors, pour faire briller cette Vierge dans la nuit, on décide de l'éclairer au flambeau. Flambeau auquel les Lyonnais répondent en allumant des bougies à leurs fenêtres. Depuis ce jour, chaque 8 décembre, ce rituel perdure et c'est toute la ville qui s'éclaire lors de la célèbre fête des Lumières. Pour approcher d'un peu plus près cette Vierge dorée, les bénévoles de la Fondation de Fourvière proposent une visite insolite qui permet de découvrir les coulisses de l'édifice. Son impressionnante charpente métallique et ses incroyables coupoles inversées, ainsi que son puissant carillon. Après un dernier effort, c'est un panorama sensationnel qui attend les visiteurs. Ici, on est au plus haut de la ville de Lyon. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans Lyon, on voit cette basilique. La volonté de l'architecte, c'était vraiment de la faire construire au bord de cette colline pour qu'elle rayonne et qu'elle soit notre phare, notre symbole pour nous les Lyonnais. Que vous soyez lyonnais ou seulement de passage dans la ville des Lumières, impossible donc de manquer la sublime basilique Notre-Dame de Fourvière. Lors de votre visite, n'hésitez pas à faire appel aux bénévoles de la Fondation qui vous révéleront encore bien des secrets. Cap à l'ouest maintenant, en Bretagne, pour découvrir le monument que vous avez classé à la 8e position. À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, la surprenante chapelle de la Maison Saint-Yves est inscrite aux monuments historiques depuis 1995. Un remarquable exemple de style art déco qui allie modernité et régionalisme. Longtemps restée cachée au cœur d'un ancien grand séminaire, institution formant les prêtres, la chapelle est enfin visible de tous depuis son ouverture au public en 2017. Odile, la responsable animation de la Maison Saint-Yves, a conscience de sa chance de pouvoir admirer la chapelle chaque jour. Ce n'est pas n'importe quel bureau de travailler au sein de la Maison Saint-Yves, c'est parce que ce lieu est chargé d'histoire, c'est serein, on s'y sent bien, on ne peut que s'attacher à ce lieu-là. Et l'histoire de ce lieu commence après la réquisition par l'État en 1907 de l'ancien séminaire de Saint-Brieuc. L'architecte Georges Robert Lefort construit alors à l'extérieur de la ville un nouveau séminaire et achève en 1929 sa chapelle. On voit que cette chapelle, c'est une chapelle très atypique puisque c'est une chapelle de séminaire et donc il y avait tous les séminaristes qui étaient là et dans un temps de prière qu'on appelle les répons, il y avait un chœur qui chantait et un chœur qui répondait. D'où cette disposition très très particulière et qu'on retrouve dans tous les monastères. Toute l'originalité de la chapelle réside dans la richesse de ses décorations. Mosaïques, spirales et motifs géométriques caractéristiques du célèbre mouvement artistique de l'entre-deux-guerres, l'Art déco, auquel s'ajoute une inspiration celto-bretonne. Et on peut retrouver au sol des trisquelles, qui sont vraiment le symbole breton, le noir et blanc du drapeau breton, et puis au bout de chaque banc, cette forme-là qui est l'artichaut, qui est le légume breton par excellence.
Le visiteur est immédiatement marqué par la forte opposition entre le noir et blanc du sol et l'éclat des couleurs des murs éclairés par de lumineux vitraux. Alors, la technique de peinture utilisée dans cette chapelle, ça s'appelle le buon fresco, la technique de la bonne fresque. Il s'agissait de peindre sur un mortier avec des pigments de peinture avant que le mortier soit sec. Ce qui fait que 100 ans après, la peinture n'a pas bougé et puis elle est incrustée dans le mortier. La grille qui sépare la nef du vestibule a quant à elle dû être restaurée récemment par Lionel Moretto, ferronnier certifié monument historique. Ah ben bonjour Lionel, ça va ? Réalisé en 1930 par Édouard Schenk, un ferronnier d'art parisien mondialement reconnu, c'est une œuvre unique. C'est vraiment un travail incroyable, avec aucune soudure, puisqu'à l'époque on ne soudait pas, on n'a que des assemblages vissés ou des mi-fers. Rien que cette pièce qu'on a ici, là, elle paraît anodine en fait. Mais pour réaliser un cercle parfait, en même temps faire un aminci et après poursuivre sur la volute, il faut vraiment beaucoup de maîtrise pour faire ça. Quand je suis tombé devant cette grille qui, avec le temps, avait pris du jeu, était de guingois et puis frottait au sol. Enfin, je me suis dit, celle-là, il faut absolument que je vienne m'occuper d'elle et qu'on la remette en état pour des siècles à venir, quoi. Autour de la chapelle, 3 ailes construites en béton et moellons de granit se referment pour former le cloître. À l'intérieur, c'est au cœur des 12 jardins représentant les 12 apôtres que d'il retrouve l'abbé Francis Morcel. Il se souvient de ses années au grand séminaire de Saint-Brieuc. Je suis rentré en 59. En 61, je suis parti à l'armée et je suis revenu en février 1963 pour 3 ans. Et puis ordonné en mars 1966. Et c'était comment la vie au séminaire à cette époque ? Les journées étaient rythmées par la cloche qui nous réveillait le matin. On allait prier dans la chapelle. Mais de cette chapelle, moi, je n'ai jamais rien su. On ne nous a jamais expliqué quel était l'intérêt patrimonial de ce lieu, le Art déco. On était des priants, point. Donc Francis, vous avez redécouvert la chapelle au moment de la restauration et de l'ouverture en 2017. Absolument. C'est une bonne chose. Tout un chacun peut y venir. Ce lieu-là devient vraiment un lieu vivant. Une nouvelle vie pour cet ancien séminaire qui formait encore dans les années 50 jusqu'à 70 séminaristes. Mais les vocations se faisaient de plus en plus rares. Sa fermeture s'est imposée en 1970 après la formation de plus de 700 prêtres. Devenu la maison Saint-Yves, le lieu abrite alors un temps un collège. Mais face à la dégradation du bâtiment, d'importants travaux de rénovation sont devenus nécessaires à sa survie. Jérémy Lebras a fait partie de l'équipe qui s'est occupée de la restauration du clocher. Aujourd'hui, le campaniste y effectue une opération de contrôle. Là, je suis en train de resserrer les brides pour m'assurer que la cloche ne bouge pas latéralement parce que le bois sèche. Et du coup, la cloche pourrait bouger et casser au niveau des oreilles, quoi. Et éviter que ça tombe, quoi. La chapelle, construite en béton, était au début du XXe siècle à la pointe de la modernité. Mais un siècle plus tard, son clocher a dû être entièrement édifié. Il a été fait avec du sable de mer, ce qui fait qu'avec le sel qu'il y a dedans, les fers se sont oxydés et ont cassé le béton. Donc toute la structure a été démontée et reconstruite avec du béton branché qui est de meilleure qualité maintenant. Élément architectural phare du patrimoine briochin, la maison Saint-Yves est aujourd'hui entièrement ouverte sur la ville et accueille une médiathèque, mais aussi une salle d'exposition. Quant à la chapelle, c'est avec une grande curiosité teintée d'émotion que de nouveaux visiteurs viennent la découvrir chaque jour. C'est un cadeau sensationnel de pouvoir rentrer et bénéficier de ce lieu, quoi, avec ses couleurs, avec sa variété. Il y a peu de gens qui ont pu le voir, quoi. Vous aussi, venez visiter ce patrimoine exceptionnel. Peut-être aurez-vous même la chance d'assister à l'une des représentations de la maîtrise de Saint-Brieuc.